Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette nouvelle conférence des mercredis d'Andoum. Merci à toutes les personnes présentes dans la salle malgré le temps et merci à nos internautes qui se sont déjà connectés. Donc je ne vous présente plus les mercredis d'Andoum, mais c'est des conférences grand public organisées les derniers mercredis de chaque mois par l'IMBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, avec le soutien d'Aix-Marseille Université et l'OSUPITEAS. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Grégory Mailly, qui est professeur à l'Université de Liège et qui est actuellement un professeur invité à l'IMBE pendant 1 an, d'où le plaisir de cette conférence avec nous. Je vous rappelle que ces conférences, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ou se connecter, seront retransmises sur IMBE TV en replay, donc seront accessibles. Donc Grégory, aujourd'hui, va nous parler des perturbations et leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc cette conférence durera à peu près 30 minutes et sera suivie par vos questions, donc les questions de la salle. Et pour nos internautes, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat et je me ferai un plaisir de les poser moi-même à Grégory de votre part à la fin de sa conférence. Donc je vous souhaite une bonne conférence, on se voit tout à l'heure. Et Grégory, je te laisse la parole et je te remercie déjà de cette belle conférence. Oui, bien, merci. Merci pour cette invitation donc, à parler d'un sujet en effet qui me passionne, les perturbations dans les systèmes écologiques. Et puis pour venir à Marseille, donc la dernière fois que je suis venu à Marseille, j'avais oublié ma valise dans l'avion. Et donc je n'ai pas vu la ville, mais un magasin pour aller acheter un pantalon et ce qu'il fallait pour rester 2 jours. Donc j'espère que cette fois, on va faire mieux avec mes collègues. Voilà, donc je vais vous parler du délicat équilibre des perturbations. Et pour aller chercher ce qui se trouve derrière ce titre, qui est quand même sous forme d'oxymore, équilibre, perturbation, je vais adopter une approche un peu personnelle. Je vais vous le raconter à travers une petite histoire, qui est mon histoire de l'écologie et comment, au cours de 30 ans de carrière en écologie, j'ai vu évoluer, j'ai dû faire évoluer un certain nombre de mes paradigmes de ma formation initiale, notamment par rapport au rôle des perturbations. Donc cette histoire, ça m'a fait un choc ce matin quand j'ai calculé 30 ans, ça tombait bien, mais c'était un peu un choc. Donc cette histoire de 30 ans, elle commence en 1991, quand je décide, après m'être un peu perdu du côté de la polytechnique, des mathématiques et tout ça, de faire mon master en écologie. Et si je décide de faire un master en écologie, c'est pour ceci. Voilà, parce que fondamentalement, je suis un amoureux de ce type de paysage. Je me sens bien, alors je me sens bien quand je suis en ville, quand je suis à Marseille et tout. Je travaille aussi en écologie urbaine, mais là, je me sens vraiment bien dans ces paysages naturels dans lesquels il y a assez peu d'empreintes humaines. On pourrait discuter ça, mais enfin, il y a quand même des niveaux d'empreintes très faibles, assez diversifiés. Et puis, si je fais aussi un master en écologie, c'est pour ceci, c'est pour la diversité de ces milieux et donc l'extraordinaire diversité, mon amour de cette extraordinaire diversité. Notez bien un point intéressant, je vous parle ici de biodiversité, mais moi, dans ma formation en écologie, dans les années 90, début des années 90, je n'ai jamais entendu le terme biodiversité. C'est un terme très récent, qui date de 1992, qui n'est pas encore très bien d'ailleurs approprié dans nos sphères sociétales et politiques quant à sa portée. Et donc c'est pour la biodiversité, la diversité des êtres vivants, des écosystèmes terrestres, marins, aquatiques, à leurs différents niveaux. Mais c'est aussi parce que cette biodiversité, elle est menacée. Alors là, c'est quelque chose, je pense, qui commence à passer progressivement en termes d'enjeux majeurs pour la biosphère et pour nos sociétés humaines. Alors à nouveau, je vous parle ici de crise, de menace sur la biodiversité. Moi, j'ai fait toute ma formation en entendant dégradation de la nature, conservation de la nature, et pas gestion de la biodiversité. Vous voyez, très vite, j'ai été soumis à des shifts de paradigme qui se continueront après. Et cette diversité biologique, quels que soient les indices que l'on peut utiliser, qui se traduisent au mieux dans la diversité en espèces des différents groupes taxonomiques, eh bien, cette diversité, elle est en déclin, et elle est en déclin majoritairement sous l'effet des actions humaines, dont les principales sont la modification des écosystèmes, que je n'ai pas appelé destruction des écosystèmes pour que la soirée reste un peu joyeuse, les invasions
biologiques, la surexploitation directe des espèces qui interagissent les uns avec les autres et dont aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont à la fois des facteurs mais également surexprimés à travers les composantes du changement global que sont le changement climatique et l'eutrophisation. Alors cet intérêt, ou je dirais cette prise de conscience de cette perte de biodiversité, elle ne remonte pas aux COP, aux Conference of Parties, qui ont une vingtaine d'années. En fait, elle se traduit depuis très longtemps et depuis les premiers mouvements de protection de la nature, quand on parlait de nature, qui ont généré la première réponse finalement sociétale à cette dégradation de la nature, à cette perte de biodiversité, qui a consisté essentiellement en la création de zones protégées. La première réponse finalement sociétale a été cette création de zones protégées qui recouvrent des territoires où on a une diversité exceptionnelle, des espèces charismatiques et qui visaient à avoir au moins à l'échelle mondiale, et c'est les grands programmes UNESCO des années 70, un réseau de zones protégées couvrant l'ensemble de la diversité des écosystèmes, dont la mise en œuvre peut être évidemment très diverse, allant des grands parcs nationaux africains ou nord-américains sur des dizaines de milliers d'hectares, aux pauvres petites réserves naturelles de Belgique, un des pays les plus densément peuplés, le pays le plus densément peuplé avec les Pays-Bas d'Europe, où il reste quelques hectares de nature exceptionnelle à protéger. Ça, c'est ce que moi j'ai appris en tant qu'écologue dans mon master il y a 30 ans. C'est-à-dire, je le raconte toujours à mes étudiants, tous mes travaux pratiques d'écologie, je les ai faits dans des réserves naturelles. Je n'ai jamais, dans ma formation d'écologue, été confronté à l'agriculture, la ville, une zone industrielle, ni même à la gestion de la forêt, puisqu'on s'intéressait essentiellement aux milieux semi-naturels, herbacés, de grande biodiversité en Europe. Et donc j'étais formé finalement pour la gestion de ces espaces protégés. Cette stratégie zone protégée, sur le papier, elle a eu un certain succès, puisqu'elle débute avec la mise en place des premiers parcs nationaux nord-américains. Alors le Yellowstone et le Yosemite se disputent la paternité de la mise en place des parcs nationaux dans les années 1870. Et puis vous voyez que jusqu'au début des années 2000, que ce soit en termes de surface de zones protégées ou de nombre de zones protégées, à l'échelle mondiale, on a une croissance exponentielle de la mise en zone protégée de surface terrestre. Et puis vous voyez que début des années 2000, la courbe commence à se tasser. La croissance est moins importante. C'est un peu logique. On atteint des surfaces de zones protégées, bon, ce n'est pas très clair, les estimations sont entre 13 et 17% à l'échelle mondiale, sur papier. Je n'ai pas dit que ça fonctionnait, mais en tout cas où il y a un statut juridique. Et donc on arrive dans des superficies aujourd'hui qui font que plus de zones protégées, c'est entrer directement en interaction avec des activités humaines et des contextes socio-économiques assez forts. Malgré ce succès, en un temps quand même relativement limité, il s'est vite révélé que cette stratégie de zone protégée est une stratégie insuffisante. En effet, si vous regardez bien ici, la période de croissance exponentielle des superficies et des nombres de zones protégées correspond à une période de déclin extrêmement fort des indices de diversité spécifiques à l'échelle mondiale. Et donc, dans les années 90, cette stratégie zone protégée, sans être remise en cause, parce que c'est le cœur de la protection et de la conservation de la biodiversité, a commencé à être interrogée sur ses limites. Et en interrogeant cette stratégie zone protégée, nous avons été forcés de réinterroger un certain nombre d'idées écologiques bien ancrées dans l'écologie traditionnelle, dont je vous rappelle que l'écologie, elle s'est développée au XIXe siècle. Elle s'est formalisée comme science au XIXe siècle, c'est-à-dire dans une société européenne de type victorien, tendant à maintenir un équilibre social très fort, avec des structures hiérarchiques qu'il ne fallait surtout pas perturber. C'est important parce que la science et les concepts scientifiques ne se développent jamais indépendamment de la société. Et donc il y a dans l'écologie traditionnelle, celle à laquelle j'ai été formé, quelques fausses idées ou mauvaises bonnes idées. La première, c'est que les systèmes écologiques sont des systèmes clos.
Un peu comme cet écosystème que vous pouvez acheter. Vous pouviez acheter à l'époque dans une grande marque de meubles jaune et bleu, là, et qui en effet fonctionne un certain temps en système clos. Moi, c'est comme ça que j'ai été formé, dans des réserves naturelles. Et c'est l'idée des zones protégées. Et puis, à la fin de mon master, un écologue français absolument extraordinaire, Jacques Blondel, est venu donner un cours dans notre master à Louvain-la-Neuve en Belgique. Et il m'a appris une chose fantastique que je n'ai jamais oubliée. Les oiseaux volent. Voilà. Les oiseaux ne restent pas dans une zone protégée, ils vont d'un endroit à l'autre, et notamment pour ces populations de mésanges, le maintien des populations de mésanges dans les paysages méditerranéens dépend fortement du passage d'un écosystème à l'autre. De ceci est né le concept de réseau écologique, c'est-à-dire la prise de conscience que pour conserver la diversité biologique, il faut sortir des zones protégées et s'intéresser aux territoires qui sont autour de ces zones, qui dans nos contrées sont des territoires sous action humaine et sous emprise des facteurs humains. La deuxième bonne, fausse, bonne, mauvaise idée de l'écologie traditionnelle, fortement influencée par le contexte sociétal dans lequel l'écologie s'est développée, c'est l'idée de l'équilibre de la nature, de balance of nature. C'est-à-dire que les systèmes naturels sont dans un état d'équilibre et que perturber une partie du système perturbe l'entièreté du système, et on en tire en général comme conclusion que surtout, la meilleure des choses à faire, c'est de laisser les systèmes les moins perturbés possibles, de ne pas les perturber. Ça va plus loin. Cette idée est arrivée jusqu'au point de lutter contre les perturbations dans les systèmes naturels pour les maintenir dans leur équilibre. Regardez la représentation, elle est très intéressante. Je vous dis, d'un point de vue sociétal, c'est très hiérarchique, c'est très droit. L'équilibre, il tient sur rien du tout. Et cette idée d'équilibre de la nature, elle a fortement influencé cette stratégie de conservation de la biodiversité en zone protégée, dès le départ de la mise en place de cette stratégie, par une sanctuarisation de la nature, et notamment une sanctuarisation des zones protégées. Le plus bel exemple, c'est cette citation de John Muir, dont John Muir est un des premiers grands écologues nord-américains, qui est à la base de la fondation du parc du Yosemite, et qui nous dit « Aucun temple construit de la main de l'homme ne peut être comparé à Yosemite. Yosemite est le plus grand de tous les temples dédiés à la nature. » Mais quand vous avez dit ça, vous comprenez bien qu'on est dans quelque chose de sacré, qui est équivalent à une cathédrale, une église qu'on ne peut pas toucher, dans lequel on doit lutter contre la dégradation, que l'on doit maintenir absolument dans cet état. Ce qui a eu aussi comme effet, cette sacralisation, de centrer les stratégies de conservation sur la biodiversité extraordinaire, c'est-à-dire les milieux très riches en espèces, très originaux. Par exemple, vous avez ici une série de milieux sur sol pollués en métaux lourds naturellement, qui hébergent des espèces endémiques, une flore, une faune tout à fait spécifique, et donc d'aller chercher ces éléments exceptionnels de la biodiversité, ou à travers les espèces menacées, les espèces charismatiques. Donc cette sanctuarisation, elle a laissé à côté d'elle toute une partie de la diversité biologique. Troisième fausse idée ou mauvaise bonne idée de l'écologie traditionnelle, ça on pourra certainement débattre, je pense, s'il y a des personnes s'intéressées vraiment par la théorie de l'écologie, c'est la notion de climax. Donc l'idée est très liée à l'équilibre de la nature, suivant laquelle il existe un écosystème, un type d'écosystème qui est à l'équilibre avec le climat et le sol à un endroit, et que de façon totalement inévitable, le système va toujours tendre vers cet écosystème climatique. Et vous voyez la représentation de cette notion, la communauté climatique de type forestière, dégradée par un incendie. Et regardez bien la représentation, l'incendie, il n'a pas l'air très sympa là dans le système. Tout de suite, on voit qu'il y a un impact qui est un impact négatif dans la représentation. Et puis très vite, les effets du feu ils disparaissent et on va sur des temps longs vers ces systèmes d'équilibre. Avec quelque chose qui serait important dans la suite de l'exposé, c'est que cette notion de climax a souvent été associée le plus souvent à des écosystèmes forestiers, qui a été développé en Amérique du Nord, a été développé sur des logiques de grands biomes à l'échelle mondiale.
Alors tout ça, moi, c'était un peu mon bagage d'écologue, jusqu'à ce que je fasse mon postdoctorat aux États-Unis, à Denver, donc dans le Colorado, en 1998, et où j'étais présent l'été, en juillet-août. Et évidemment, je suis dans un nouveau pays, donc je m'intéresse à ce qui s'y passe, je lis la presse. Enfin, j'essaye, parce que mon anglais n'était vraiment pas très bon à l'époque, donc voilà, d'améliorer un peu mon anglais. Et il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'à travers toute la grande presse nord-américaine, il y a un nom qui revient systématiquement, c'est Yellowstone. Yellowstone, 10 ans après. Et donc, ça m'a interpellé, et avec des termes du type la Renaissance, le retour du Yellowstone. Donc ça m'a interpellé, je me suis un peu intéressé à cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1998, sur les 10 dernières années? Et d'abord, bien se souvenir d'une chose. Le Yellowstone, c'est un peu le Graal de l'écologue qui fait de la conservation de la nature. C'est le premier parc national au monde dédié à... Bon, le Yosemite, dit que c'est eux, mais enfin, peu importe, c'est le Yellowstone ou le Yosemite. Dédié à quoi? Donc mis en place par les présidents américains de l'époque pour préserver la faune exceptionnelle, les processus naturels tels que la géothermie exceptionnelle, les paysages exceptionnels pour les générations futures, et c'est clair, quand on voit ça, on a envie d'y aller, enfin moi j'ai envie d'y aller, et donc d'avoir cette vision de préserver ces systèmes à tout prix comme ils sont au moment où on les voit. En se rappelant aussi que les parcs nationaux américains fonctionnent sur des systèmes économiques où les visites font les rentrées et que donc, il faut offrir ce que l'on a vendu. Sauf que cette vision de ces systèmes nord-américains, le Yellowstone se trouve en plein milieu du continent, donc dans un climat continental, avec des étés secs et chauds. Ce sont donc des écosystèmes qui sont des écosystèmes qui brûlent régulièrement, de façon tout à fait naturelle, du fait de ces sécheresses naturelles. Cette vision d'une nature sacralisée à l'équilibre, à ne pas perturber, a amené pendant des décennies une gestion de ces parcs nationaux avec une lutte intense contre les incendies. Alors je dis des décennies, c'est un siècle de management, de lutte contre l'incendie. Résultat, en 1988, dans une année de sécheresse exceptionnelle qui suivait 2 autres années de sécheresse exceptionnelle, 86, 87, 88, le nombre d'incendies et l'intensité des incendies qui se sont déclarés naturellement dans Yellowstone, qui fait des dizaines de milliers d'hectares, a été tel que les gestionnaires ont été totalement dépassés par l'ampleur. Et donc, un tiers du grand écosystème Yellowstone a brûlé en un été. 50% du cœur du parc national du Yellowstone a brûlé en un été, avec des feux qui pouvaient être des feux de passage très rapides, mais vous le voyez aussi, des feux extrêmement intenses, notamment dans les forêts, où toute la masse et la biomasse forestière s'étaient accumulées au cours du temps, du fait du non-passage du feu et de la lutte contre les feux. Des conséquences naturelles, des conséquences économiques, ce sont des rentrées importantes. Vous voyez les infrastructures touristiques qui sont juste à la frontière du parc menacé. 20 000 pompiers mobilisés à travers les États-Unis, et souvent de façon volontaire, pour venir sauver vraiment le chef-d'œuvre écologique des États-Unis et ne pas perdre le Yellowstone. Alors on peut comprendre, parce que le Yellowstone, après 88, c'est ça. Alors évidemment, si comme moi, vous aimez les films scientifiques apocalyptiques, vous avez peut-être envie d'aller voir ce type d'endroit. Mais bon, il faut quand même aimer, c'est logique. 50% du parc national, c'est ça, vous n'allez pas prendre l'avion, payer votre entrée, votre logement pour le parcourir. Et donc c'était vraiment considéré comme une catastrophe écologique majeure. Et 10 ans après, le point de vue avait totalement changé, au point de parler de la renaissance du Yellowstone par le feu. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est d'une part que ces incendies ont permis la régénération des écosystèmes forestiers. On est en présence de forêts de conifères qui ont des cônes sérotineux, donc qui sont adaptés au passage du feu, qui retiennent leurs graines dans leurs cônes jusqu'à ce que le feu passe et que le feu fasse éclater les écailles et libère les graines. Et donc là où les gestionnaires avaient des programmes de reforestation, de gestion forestière, de régénération très interventionnistes, la nature a fait son œuvre toute seule. Toute une série d'espèces qui avaient disparu du parc sont revenues, les espèces des milieux pionniers, ouverts, qui sont les premières espèces qui s'installent après l'incendie, et la mosaïque paysagère s'est recréée. Vous voyez ici cette mosaïque
de conifères et de peupliers trembles, qui est l'espèce qui va recoloniser dans les premiers stades de la succession. Et donc en 1998, le schéma avait totalement changé, au point que la gestion des espaces naturels et des grands parcs nationaux nord-américains a évolué vers une gestion de feu contrôlé, essayant de concilier à la fois incendie, perturbation, donc maintien des perturbations, et visite touristique, possibilité de visite touristique. J'ai refait 2 visites des parcs nationaux américains, un peu avant le confinement, il y a 5 ou 6 ans. Partout, dans tous les parcs nationaux, le rôle du feu est expliqué, les zones incendiées sont laissées telles quelles, avec des panneaux qui expliquent le pourquoi, le comment et le caractère naturel de la perturbation. Et donc cette expérience de 1998, moi, elle m'a amené à un premier shift important dans ma conception du fonctionnement des écosystèmes, c'est que les perturbations font partie des écosystèmes. Les écosystèmes sont naturellement perturbés à toutes les échelles de temps et d'espace, depuis les grandes perturbations, les incendies, les tempêtes, jusqu'aux perturbations liées simplement à la mort d'un arbre ou au fouissage, à la perturbation du sol par des activités de fouissage d'herbivores. Deuxième shift, c'est qu'il faut oublier la notion de climax, un écosystème en équilibre, pour aller vers la notion de ce qu'on appelle le métaclimax, c'est-à-dire dans le paysage, on a un ensemble d'écosystèmes dont la diversité est maintenue par les perturbations, et c'est la fréquence, la superficie des perturbations qui va déterminer la diversité des habitats d'un paysage et influencer le niveau de la richesse spécifique à l'échelle du paysage. Alors ces évolutions conceptuelles, de la sacralisation aux perturbations du climax au métaclimax, je m'y suis retrouvé confronté dans 2 grands programmes de recherche que nous avons eus, et tous en collaboration directe ou plus ou moins directe justement avec l'équipe de l'IMBE. Un premier qui est parti de la publication d'une carte du potentiel de reforestation à l'échelle mondiale. Alors, vous voyez bien ce qu'il y a derrière en termes d'enjeux. L'enjeu, c'est la lutte contre le changement climatique, la création de puits de carbone par le développement de surfaces forestières. La carte qui est ici, dans les couleurs rouge, orange et mauve foncé, montre, ce qui a été publié par le World Resources Institute en 2014, une carte qui dit, voilà, toutes les zones sur le globe où l'on pourrait faire de la reforestation, de la restauration de forêts pour faire des puits de carbone. Alors, je suis un spécialiste des écosystèmes herbacés, comme beaucoup de mes collègues à l'INBE. Ça nous a fait sauter au plafond, parce qu'en réalité, la plupart de ces zones, 9 millions de kilomètres carrés de ces zones, celles qui sont en orange et particulièrement celles qui sont en rouge, en fait ne sont pas des forêts, et n'ont jamais été des forêts. Potentiellement, les arbres peuvent s'y installer, le climat est favorable, mais elles n'ont jamais été des forêts, parce que ce sont ce qu'on appelle d'anciennes savanes, d'anciens écosystèmes herbacés. Des écosystèmes avec une très grande diversité d'espèces herbacées, un très grand endémisme, donc ces espèces, on ne les trouve que dans ces écosystèmes herbacés, et une composition en espèces uniques. Et l'origine de ces écosystèmes, c'est une coévolution dans un système de millions d'années de perturbations naturelles que sont l'herbivorie et le régime de feu, les incendies naturels. Les arbres pourraient s'installer, s'il n'y a pas de feu, pas de méga-herbivores, mais en fait, depuis des millions d'années, la forêt ne s'est pas développée parce que les incendies réguliers, dans des climats avec des périodes sèches, et les grands herbivores ont maintenu ces écosystèmes à l'état herbacé. N'oublions pas non plus les feux, les grands herbivores, les populations humaines, c'est-à-dire qu'on est dans des régions où on a des systèmes socio-culturels qui correspondent à cet état. Et donc, tout un développement d'une structure socio-économique qui a exploité ces écosystèmes, qui les a valorisés, en reproduisant aussi ces perturbations à travers le pâturage, à travers la gestion des écosystèmes par incendie. Et là où c'est intéressant par rapport à la problématique du stockage de carbone, et où je voudrais vous montrer combien il est important de comprendre le rôle des perturbations pour ne pas faire des bêtises avec des bonnes intentions, c'est que du fait de ces millions d'années de perturbations par le feu et l'herbivorie,
les espèces qui composent ces écosystèmes se sont adaptées à cette pression. Et donc ont des formes de vie, ont des caractéristiques tout à fait particulières, dont une qui est la caractéristique de ces systèmes, leur biomasse est essentiellement souterraine. En fait, dans ces écosystèmes, on a toute une série d'espèces dont le bois, de buissons, dont le bois est sous le sol. Vous en avez quelques représentations ici. Regardez celle-ci, elle est particulièrement fantastique. C'est un petit buisson de 10 cm de haut. Et ça, c'est le travail d'une journée pour déterrer son bois, sa partie vraiment de bois, enterrée dans le sol. On a des ordres de grandeur de biomasse 10 fois supérieurs dans le sol par rapport à la biomasse aérienne. Ça veut dire que dans ces écosystèmes, le carbone, il est stocké dans le sol, pas dans la partie aérienne. Alors si on ne fait pas attention à l'origine du système et au fait que les perturbations ont joué un rôle dedans, on risque de faire beaucoup de bêtises par rapport à l'objectif de la biodiversité du stockage carbone. Voici 4 de ces écosystèmes savanicoles, herbacés, tropicaux en Bolivie. C'est assez difficile de voir la différence. Ils se ressemblent quand même assez bien. Et pourtant, ils sont totalement différents. Les 2 écosystèmes du haut sont des écosystèmes du type ancienne savane, à gauche non dégradé, donc dans lequel le régime de feu, l'intensité, le nombre de feux est le régime naturel, à droite, qui a été transformé en prairie par simplement le semis d'espèces de fourrage. En bas, vous avez par contre 2 écosystèmes de savane qui ressemblent tout à fait à ceux du haut, qui, eux, sont issus de dégradation de forêt. À gauche, par le fait de l'intensification des régimes de feu, donc plus de feu, plus souvent, et donc la forêt disparaît, et à droite, par la transformation, à nouveau, en pâturage, sur une zone que l'on a déforestée, tout ce qu'on voit en Amazonie actuellement. Eh bien, comprendre qu'une partie de ces écosystèmes est liée aux perturbations et l'autre est liée à des transformations humaines va orienter les stratégies de restauration. C'est-à-dire que là où on avait des anciennes forêts, enfin anciennement des forêts, on peut faire de la restauration. Là où on est sur des savanes, a priori, l'objectif n'est pas de refaire de la restauration. Alors vous allez me dire, pourquoi pas? C'est vrai, finalement, on peut planter des arbres pour l'objectif carbone. Sauf qu'on va faire exactement le contraire que ce à quoi on s'attend. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va planter des arbres ou exclure le feu, lutter contre le feu pour favoriser le développement d'une forêt, eh bien, on va avoir tout un changement des processus écosystémiques. Mais d'abord, la diversité, les plantes, les animaux typiques de ces écosystèmes herbacés anciens vont disparaître. Ils ne seront pas remplacés par une diversité équivalente. Ces écosystèmes herbacés ont un rôle très important pour la recharge des nappes phréatiques, justement parce qu'il y a assez peu d'évapotranspiration. Donc, si on met des forêts, les arbres vont beaucoup plus évaporer, les nappes phréatiques sont moins rechargées, mais surtout, le carbone passe d'un stock souterrain à un stock aérien, dans des régions où on a des périodes sèches. Et donc, on a une beaucoup plus grande vulnérabilité du carbone au passage du feu. Et donc, ces stocks qui sont constitués sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup moins résistants et résilients dans le temps. Et donc, ce travail que nous avons fait avec notamment l'équipe de Thierry, Élise Buisson et tout un groupe international pour répondre à ces logiques de restauration massive de forêts, qui ne sont pas de la restauration d'ailleurs, qui sont de l'afforestation, la création de nouvelles forêts, m'a amené à nouveau à évoluer au niveau de mes paradigmes d'écologie de la conservation. D'abord, pour bien comprendre que les perturbations ne sont pas l'ennemi de la conservation de la biodiversité. Elles font partie des stratégies de gestion de la biodiversité, là où elles sont pertinentes. Aussi, il y a eu un shift dans la communauté des écologues de la conservation, qui est de passer de la sanctuarisation des systèmes à la gestion des perturbations, la gestion anthropique des perturbations, gérer les perturbations pour maintenir le régime de perturbation adéquat pour un écosystème. Alors ça c'est facile à dire évidemment, mais quand vous êtes partout, je dis, quand vous êtes dans des régions, ça peut être en Méditerranée, ça peut être en zone tempérée, ça peut être en zone tropicale, où l'activité humaine est importante, on peut franchir des seuils où, en gérant les perturbations, on en fait trop, l'intensité de perturbation est trop forte, et donc on va aller dans le sens contraire de la conservation du système. Et donc,
cette logique de réfléchir à la gestion des perturbations, c'est un débat qui n'est pas encore clos en écologie. C'est vraiment une discipline en plein boom, hein, en plein développement, avec voilà, des logiques, par exemple, telles que l'hypothèse du niveau de perturbation intermédiaire auquel les niveaux de diversité biologique seraient les plus élevés, soit sur un gradient de perturbation fréquente, peu fréquente, de petite ampleur, de grande ampleur, sur des temps longs, des temps courts. Tous les combien de temps un feu doit-il revenir, sur quelle superficie? Voilà, il faut pouvoir établir les bons régimes de perturbation pour pouvoir gérer ces systèmes. Ça, c'est un exemple de l'importance des perturbations dans des systèmes qui ont été construits par les perturbations naturelles. Un peu une première évolution de la réflexion sur le fonctionnement des systèmes et la gestion de la biodiversité. Après, dans ma carrière, déjà longue finalement, 30 ans, j'étais confronté à d'autres types de perturbations. Alors ça a commencé toujours dans les zones tropicales, où voilà, on a été impliqué par des sociétés minières dans des logiques de conservation d'espèces endémiques et d'espèces rares dans les milieux carriers tropicaux. Et puis ça s'est transcrit dans les milieux tempérés par ici un programme qui est un programme sur la biodiversité dans les carrières actives, programme LIFE européen. Alors a priori, l'industrie extractive, on en discutait avec quelques-uns d'entre vous par rapport à la photo initiale avant l'exposé, ce n'est pas une activité très sympa pour l'environnement et la biodiversité. Et croyez-moi, les carriers en sont contents, en sont conscients. Enfin, c'est pas, voilà, ils savent bien, quand ils ouvrent une carrière, ça ne va pas rigoler avec les voisins, avec le monde de la conservation de la nature, avec les administrations de l'environnement. Et pourtant, rappelons-nous un point, les perturbations naturelles sont source de biodiversité. Alors on a parlé du feu, voici un autre type de perturbation qui est lié à la dynamique fluviatile. Un fleuve naturel, ça divague, ça fait des inondations, donc ça perturbe le milieu, ça perturbe sa vallée, ça perturbe son environnement, et ça laisse des milieux qui sont des milieux pionniers, le sol nu, et dynamiques, qui bougent continuellement hein, dans le temps, dans l'espace. Et donc, cette dynamique naturelle, ces perturbations naturelles liées aux dynamiques fluviatiles, elles créent toute une série d'habitats, des mares temporaires, des rives boueuses, des berges de sable, des falaises instables, des gravières, des lits de galets, dans lesquels se développent des espèces qui sont spécialisées de ces milieux. Vraiment des espèces qui ont des cycles de vie très courts, très rapides, qui se dispersent facilement d'un endroit à l'autre et qui ne peuvent vivre que dans ces milieux pionniers. Le plus intéressant étant celui-ci, le crapaud calamite, qui est une espèce protégée à l'échelle européenne par Natura 2000 et qui est la terreur des développeurs immobiliers, en tout cas dans nos régions. Parce que dès que vous avez une friche, vous avez du crapaud calamite. Natura 2000, protection absolue, la plus grande, étude d'incidence appropriée, compensation, on est parti dans tout le schéma. Chez nous, c'est leur terreur. Nous, on est devenus les spécialistes des crapauds calamites. Ils nous appellent en disant on a des crapauds calamites. On dit ben, bonne chance, voilà. Sauf que ces dynamiques naturelles, dans nos régions d'Europe tempérée, méditerranéenne, elles n'existent plus, quasi plus. Alors, un peu mieux, un peu plus ici. Hein. Je regardais la Durance, ouais, il y a des chouettes endroits et tout, mais quand même, majoritairement, on a été voir le Rhône avec mes étudiants belges au début du mois d'octobre. Le Rhône, enfin, trouvez-moi un endroit où le Rhône s'exprime naturellement. Et cette dynamique, vous l'avez. Les endiguements, les barrages, même quand nous créons nous-mêmes des milieux instables tels que les routes, on les stabilise. Donc, ces milieux dynamiques, pionniers, ils ont fortement régressé dans nos régions. Eh bien, les activités extractives, elles sont totalement analogues en termes de processus au processus naturel. Elles recréent à la fois des perturbations similaires et des conditions écologiques que l'on ne rencontre plus dans une bonne partie de l'Europe tempérée, et notamment les grands paysages d'agriculture intensive, c'est-à-dire de l'hétérogénéité, un environnement dynamique, des sols pauvres en nutriments et des sols nus. Souvenez-vous, une des plus grandes menaces sur la biodiversité, c'est l'eutrophisation des milieux, l'enrichissement en nutriments. Essayez de trouver encore dans nos paysages des zones où les écosystèmes ne sont pas très riches en nutriments. Dans les carrières, vous les avez.
Ce qui veut dire qu'on a une analogie entre une carrière et les milieux issus des perturbations naturelles. On va retrouver dans les carrières des berges, enfin d'équivalent des berges, des falaises de sable ou de poussiers meubles, hein, qui sont simplement les stocks, des zones minérales abandonnées sur lesquelles peuvent venir des pelouses pionnières, et l'équivalent de mares temporaires que l'on trouve dans les gravières des grands fleuves. Ce qui veut dire que, oui, pardon, c'est un petit. En fait, dans les carrières, il y a le potentiel pour accueillir toutes ces espèces de ces milieux pionniers qui ne trouvent plus les habitats dans nos paysages anthropisés, fortement homogénéisés. D'autant plus, enfin, ou intérêt supplémentaire, une carrière, c'est un système dynamique. Ça commence à un endroit, ça termine à un autre quand le filon ou la couche géologique est exploitée. Ça se déplace. Donc ça veut dire que ça va créer cette dynamique aussi de métaclimax, où un endroit où l'exploitation s'arrête, on va passer par tous les stades de la succession, de l'éboulis, les pelouses embryonnaires, les ourlets, les fourrés, les forêts, avec parfois de très bels exemples de reconstitution de forêts très intéressantes, comme ici des érablières de ravin, qui sont un habitat protégé Natura 2000 en zone tempérée. Et les carrières, ça représente des réseaux. Donc ça veut dire que cette dynamique d'écosystème dans un réseau de carrières, ça crée à l'échelle d'un paysage ou à l'échelle régionale un métaclimax avec la coexistence de tous ces stades des successions, depuis les sols nus jusqu'aux forêts, dans l'ensemble des sites. Ça crée également des réseaux écologiques pour les espèces, avec des zones cœurs, hein, en région wallonne, au nord de la Meuse, donc en Belgique, pardon, au nord de la Meuse, les principales populations du crapaud calamite, pardon, il n'est pas là, qui est une espèce protégée Natura 2000, sont en carrière. Toutes les populations, non, attends, oui, pour les hirondelles de rivage, je pense qu'on est à 90% des populations d'hirondelles de rivage qui sont en carrière. Parce que c'est là que se trouvent les habitats, et donc ça crée à la fois des zones cœurs et des stepping stones de dispersion des espèces à travers le paysage. Ce type de situation nous a amené et m'a amené à nouveau à changer mon point de vue sur la gestion de la nature. C'est-à-dire de passer d'une gestion de la nature sanctuarisée, équilibre ou gestion de l'existant du régime de perturbation à une notion de gestion dynamique des systèmes en accord avec les activités socio-économiques. Et finalement, d'utiliser les dynamiques des activités socio-économiques pour créer cette gestion dynamique d'écosystèmes. En carrière, ça se passe comme ceci. Si vous voulez exploiter un front où se trouve l'habitat d'une espèce, vous pouvez anticiper la destruction en creusant ou en recréant l'habitat de façon anticipative, laissant le temps aux espèces qui ont des espèces dynamiques qui se dispersent de le coloniser, et alors pouvoir détruire l'habitat qui est dans votre plan d'exploitation. Et donc je vous la repasse, hein, comme ça vous voyez. Voilà, et donc on part d'une situation. Elle va pas redémarrer. Oh, il faut que je fasse le tour pour que ça redémarre. Attendez. Hop, voilà. Ah ben, elle ne redémarrera pas, c'est pas grave. Donc il consiste en fait à déplacer les habitats des espèces de façon anticipative dans l'exploitation, en accord avec le plan d'exploitation, pour qu'il y ait toujours une disponibilité d'habitats pionniers. Nous avons mis en place ce type de programme dans 26 carrières en région wallonne, donc tout un réseau de carrières grâce au programme LIFE. Ça a extrêmement bien fonctionné, mais vraiment. Donc c'est dans les carrières qu'en région wallonne, nous avons eu au cours des 10 dernières années le plus grand nombre de réintroductions d'amphibiens protégés, de crapauds calamites, de tritons crétés et de sonneurs à ventre jaune ont été réintroduits dans les carrières alors qu'ils ont un statut légal et que ce statut légal contraint l'exploitation. Et pourquoi? Et ça, c'est un point important. Quand on travaille sur le lien entre perturbation, écosystème, gestion de la biodiversité, c'est qu'il faut être dans une logique de ce qu'on appelle l'écologie de la réconciliation. Il faut pouvoir réconcilier un bulldozer avec un crapaud. Et l'écologie de la réconciliation, elle part simplement du principe que certains environnements anthropiques peuvent être gérés ou construits de façon à encourager une utilisation liée à la promotion de la biodiversité sans compromettre les utilisations sociétales. Alors, j'anticipe un petit peu, mais je peux vous dire que le meilleur succès d'un programme de ce type, c'est lorsque un carrier qui conduit les bulldozers stoppe son bulldozer, descend du bulldozer pour interpeller
le responsable qui fait les vidéos du programme, qui est bien connu parce que c'est un présentateur de l'émission Nature en Belgique, sort de son bulldozer et lui demande « Est-ce que je peux avoir un autographe pour ma femme ?» Et c'est quand des gars qui creusent, qui sont dans leur bulldozer, vous disent « Ma mare avec mon crapaud ». Alors pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour que ça fonctionne. Cette réconciliation, perturbation écosystème humain, la première chose, c'est qu'il faut que l'écosystème soit un acteur de la conservation. Qu'est-ce que j'entends par là? Je n'ai pas fait l'exposé sur ce thème. Quand on travaille dans un contexte socio-économique, il y a un business écosystème. Il faut utiliser le potentiel et les opportunités de ce système, de l'activité socio-économique, pour qu'il soit acteur. Dans notre programme, nous n'avons pas fait appel à des externes, à des experts pour mettre en place ces actions. Ce sont les carriers qui les ont mis en œuvre. Et ils les ont mis en œuvre avec leurs compétences. Et leurs compétences, c'est d'abord quoi? C'est d'abord du génie civil. Il n'y a pas mieux qu'un carrier pour creuser une mare. Si vous lui dites que la pente, elle fait 2 cm sur 10 mètres, elle fait 2 cm sur 10 mètres. Hein. C'est nickel, absolument. Donc c'est impliqué réellement dans l'action, rendre acteur de l'action. Alors pas seulement pour le génie civil, aussi pour les parties biologiques. Hein. Nos carriers, ils ont semé les espèces qu'on réintroduisait. Hein. Ils ont réintroduit les populations de tritons et de crapauds avec les naturalistes qui l'ont fait, et les faire participer au suivi de la gestion. Ici, dans le programme que nous avons développé, les carriers vont faire eux-mêmes le suivi de leurs actions jusqu'à un certain niveau de résolution. Par exemple, je vous montrerai après, compter le nombre de fleurs dans une prairie, vérifier qu'il y a des œufs d'amphibiens dans une mare. Pour des aspects spécialisés, ils seront aidés par des experts. Et donc, la première chose, c'est acteurs. Alors, pour que des acteurs socio-économiques deviennent acteurs de la biodiversité, il y a une condition essentielle, c'est transférer la connaissance. Il faut passer d'une logique d'information à une logique de formation. Moi, dès qu'on me parle d'information sur la biodiversité, je quitte la pièce. Ça ne sert pas. Enfin si, c'est bien, ça passe. Hein, vous allez sur LinkedIn, sur Internet, de l'information. Non, il faut former. On a mis en place un programme de formation, 260 personnes formées durant le programme pendant 4 ans, depuis les CEO des grands groupes carriers jusqu'à l'ouvrier sur le terrain, avec des formations adaptées. Donc on est quand même parvenu à enfermer les CEO de tous nos groupes carriers dans une pièce. En fait, on ne les a pas enfermés. On a profité d'un conseil d'administration pour leur faire 1h30 de formation sur laquelle ils ont eu un petit test Internet de leurs compétences et ils devaient être capables de nous dire quel amphibien va dans quel écosystème. Ils l'ont très bien réussi, 90% de réussite. Quand tout le monde est bien formé, alors tout le monde peut dialoguer au sein du business écosystème et s'approprier réellement la stratégie. Et puis très important, et ça c'est pour les spécialistes, c'est pour les experts, hein, c'est pour nous tous aussi les scientifiques, il faut fournir des outils adéquats. Ça ne sert à rien de faire des beaux guides avec plein de descriptions extrêmement compliquées. Non, non, il faut des outils qui s'intègrent dans le système de management environnemental de la population à laquelle on s'adresse. Et donc nous, on ne fait pas des guides, on fait des vidéos avec des spécialistes qui prennent 5 minutes et qui donnent l'essentiel. Et on fournit des outils de monitoring interactifs, web, qui permettent de suivre de façon autonome la gestion sans devoir tout le temps se reposer des questions, sortir 3 cahiers, 3 éléments et créer de la complication. Et donc voilà, pour un petit tour du rôle des perturbations dans les écosystèmes, de comment finalement, moi en 30 ans, ça a changé ma vision à la fois de ce qu'est un écosystème, mais aussi de comment on conçoit une stratégie de gestion de conservation de la biodiversité, peut-être avec quelques messages. Donc 30 ans de changement de paradigme pour arriver à quoi? Les perturbations sont des éléments indissociables des écosystèmes et de la biodiversité. Et croyez-moi, ça n'est pas simple. On vient de terminer une enquête auprès des correspondants environnementaux de la Commission européenne à Bruxelles, parce qu'ils veulent développer une stratégie biodiversité des espaces verts des bâtiments de la Commission à Bruxelles. 40% des répondants ont défini biodiversité par « balance of the nature ». Alors si en milieu urbain, vous voulez mettre en place une stratégie biodiversité et vous commencez avec l'équilibre de la nature, c'est mal barré. Hein. S'il y a bien un milieu qui est perturbé, changeant et difficile et qui n'est pas à l'équilibre, c'est le milieu urbain. Donc cette conception, c'est vraiment important de toujours l'avoir en tête. Ça peut être une vraie limite.
Comprendre le rôle des perturbations permet d'identifier les bons enjeux de gestion et de restauration, de gérer les écosystèmes qui sont naturellement soumis à ces perturbations et d'étendre la gamme des actions pour la biodiversité depuis les zones protégées aux milieux anthropiques, y compris les plus durs. Avec une petite astérix qui est très importante, parce que sinon j'aurais pu la laisser juste pour avoir la question pour le plaisir, la conservation de l'existant est toujours prioritaire. L'écologie de la réconciliation ne justifie pas la destruction de la biodiversité en plein. Ce n'est pas parce que dans une carrière on peut faire de la biodiversité qu'une carrière peut s'installer dans une zone de tourbière exceptionnelle qui ne sera jamais restaurable. Donc il faut bien rehiérarchiser les aspects. Et puis dans l'Anthropocène, s'il y a bien un message, moi, après 30 ans de réflexion sur ce rôle des perturbations, c'est qu'il est indispensable de réconcilier perturbation, biodiversité et activité humaine. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez en savoir plus sur nos activités dans ce domaine, vous pouvez aller consulter notre site biolandscape.eu. C'est notre équipe qui est spécifiquement dédiée à la biodiversité où vous ne l'attendez pas. Vous voyez, hein, les scientifiques peuvent être des bons commerciaux. Hein. Merci beaucoup Grégory pour cette très très jolie conférence qui a dû secouer pas mal d'idées préconçues ce soir. Donc je vous passe la parole. Quelqu'un qui voudrait attaquer avec une première question? Pas Monsieur Dutoit. Alors je vais passer le micro pour comme ça nos internautes écoutent aussi la question. Merci Carole. Je confirme ce qu'a dit Carole. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était extrêmement pédagogique, très bien illustré, très clair, etc. Merci beaucoup Grégory. Moi, je voudrais rebondir un peu sur la deuxième partie, les analogues entre l'exploitation des carrières et la dynamique des fleuves, etc. Bien sûr, tout ce que tu dis est juste, mais dans un contexte spatio-temporel particulier et contraint, parce que tu regardes bien en fait les impacts des carrières sur certaines composantes de la biodiversité, mais ce serait peut-être bien de ne pas oublier que l'exploitation des carrières en elle-même génère du CO2, perturbe le cycle en fait de l'eau, etc. Et surtout de faire la balance en fait avec les produits qu'on extrait. Si je me souviens bien, chacun d'entre nous ici dans cette salle, on consomme par an à peu près 7 tonnes de granulats. 7 tonnes de granulats sous forme de béton pour la construction, de routes, etc. Et donc, tous ces matériaux quand même qui sont extraits, même si à l'échelle de la carrière, au niveau de la carrière, on peut augmenter en fait la biodiversité, enfin certains types de biodiversité, à l'autre bout de la chaîne, les constructions, elles aussi, elles ont un impact en fait, on va dire souvent négatif, ce qui va souvent dégrader, et donc ça tempère quand même ce qu'on peut faire au niveau des carrières. Voilà, c'était de faire attention à ça. On peut demander localement, on peut avoir des très bons résultats, mais en regardant un peu plus global, on est contraint dans ce mimétisme des régimes de perturbation qu'on veut mettre en place dans l'espace et le temps, aussi parce qu'on fait en fait en dehors des carrières. Juste une remarque. Non, mais alors, je suis tout à fait d'accord. Je m'attendais soit à celle-là, soit à une autre de ta part au moins. Donc, sur le fait qu'on n'atteint pas les écosystèmes de départ et tout, ce qui est vrai aussi. Donc, absolument, j'ai bien parlé d'opportunités, pas d'objectifs. OK. Ici, je vous ai montré un truc soft, c'est-à-dire que j'ai hésité, j'aurais pu vous montrer nos travaux au Katanga, donc dans le sud de la République démocratique du Congo, les mégamines de cuivre et de cobalt, c'est la même chose. Sans cuivre, sans cobalt, je ne fais pas la présentation aujourd'hui. On est sur autre chose. Hein. Les paysages tropicaux que je vous ai montrés, ils sont pris de là. Ces paysages n'existent plus, ce sont des trous de 200 mètres de profond, de 5 km sur 5. Hein. Et là-dedans, on se retrouve en effet à essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Donc c'est toujours ça, je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas une justification, ni pour ouvrir une carrière, ni pour justifier, comme tu le dis, un système finalement économique de construction, d'extraction et de société extractive. Vraiment, moi, j'ai aucun souci avec ça. Dans un monde idéal, j'aimerais surtout qu'on travaille à moins extraire. Mais voilà, mon métier est un métier de biodiversité. Ce qui est intéressant dans ce programme, et je ne vous l'ai pas montré, c'est que, d'un point de vue de l'impact sociétal de ce qu'on fait, moi j'y vois d'autres aspects. Travailler dans ces milieux-là, c'est amener toute une série de personnes qui vraiment, mais au début, la biodiversité, votre crapaud là, dans ma carrière, mais qu'est-ce que vous me voulez avec ça, quoi? À la fin, qui vous disent, à 75%, le programme a changé mon regard sur la nature. Ils disent, je rentre chez moi et je montre les photos
de mes crapauds ou de l'oiseau, ce que je n'aurais jamais pensé avant, parce qu'aussi ça me fait du bien. Parce que je travaille dans un métier qui est difficile, où on sent bien qu'on fait du dégât, où on a une image négative, ça me fait du bien aussi. Et là, nous, on a été complètement soufflés sur le shift et sur l'évolution dans le personnel, dans les dirigeants, dans les responsables de sites qui au début étaient très réticents. Quand on a monté le programme LIFE, qu'on l'a soumis à l'Europe, ça a été un gros débat au conseil d'administration de la fédération, on a dû bien argumenter, et qui aujourd'hui sont convaincus que, oui, ils ont un impact sur l'environnement, très clairement, mais ils peuvent faire quelque chose là où ils peuvent le faire. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas équivalent, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un exemple de situation. Pour être tout à fait honnête, je préférerais de très loin une PAC, une politique agricole commune qui reconstitue nos paysages agricoles sur 60% du territoire européen que de devoir lutter pour mettre des crapauds au fond d'une carrière. On va continuer peut-être, on alterne, je te passe la parole après, avec une petite question de Maxime. Alors ça, c'est au début de ta conférence, Grégory. Maxime te demande, l'augmentation des espaces protégés, corrélée avec un déclin des espèces au cours des dernières décennies, ne peut-on pas imaginer un décalage temporel dans la réponse des espèces par rapport aux dates de mise en place des espaces protégés? Non, là je réponds non. Réellement, parce que, bon, oui, on peut. D'un point de vue purement scientifique, ce que j'ai montré, la corrélation, elle n'a pas de valeur. C'est juste pour illustrer que malgré le fait de cette dynamique, on n'a pas enrayé la perte de biodiversité. On a quand même 150 ans maintenant d'expérience de mise en place d'espaces naturels, mais surtout c'est parce que les shifts, je dirais théoriques, qui ont été amenés dans les années 90, qui ont consisté à s'intéresser non pas seulement à comment une espèce se comporte dans l'espace dans lequel on l'étudie, mais quelles sont ces dynamiques à l'échelle des paysages, ont complètement revu notre façon de considérer cette approche. Et donc nous savons, d'un point de vue théorique et d'un point de vue scientifique, que ça ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas les connexions, s'il n'y a pas les surfaces suffisantes, ça ne fonctionnera pas. Dans les parcs nationaux nord-américains, donc on a quand même des superficies énormes de parcs, les taux d'extinction des grands mammifères dans les parcs, donc pas à l'échelle du continent, mais dans les parcs individuels, est toujours plus haut que ce qu'on a dans les archives paléontologiques. On n'a pas les superficies suffisantes pour que notamment les mégafaunes puissent se développer de façon réellement résiliente. Donc très clairement, la stratégie zone protégée ne sera pas suffisante. En plus, il y a un autre point avec la stratégie zone protégée qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elle a quand même été fortement mise en place avec exclusion de l'humain et notamment des populations locales. En Amérique du Nord, les Amérindiens ont été chassés des zones protégées. En Afrique, c'est assez rare qu'on accepte qu'il y ait des activités socio-économiques traditionnelles dans les zones protégées. Donc on a changé tout le système aussi. Donc non, je pense que très sincèrement, ce n'est pas seulement une question de décalage, c'est juste, il y a une question de décalage, mais on ne va pas le rattraper. Merci Grégory pour ta réponse. Alors on avait une question dans la salle. Voilà, merci Grégory. En effet, c'était passionnant. Je me permets juste d'intervenir à un petit moment. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu des carrières et peut-être que nos carrières ne ressemblent pas à celles du Katanga dans le minerai qui en est extrait, mais sûrement dans l'impact que ça génère. Nous avons sur une superficie de 2 départements français à peu près le même nombre de carrières que la France a sur la totalité de son territoire. Et je reste convaincue qu'il faut voir dans ces carrières une certaine opportunité, pas une excuse évidemment pour l'exploitation, une certaine opportunité pour la biodiversité. Je te rejoins complètement sur tes chiffres de paradigme. Je m'inquiète d'un point et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est sur l'objectif de réhabilitation. Et que nous avons une certaine tendance peut-être un peu exagérée ou bien peut-être un peu automatique à vouloir remettre les choses comme elles étaient, sachant que c'est une utopie de l'ambition. Mais au-delà de cela, c'est le fait de vouloir systématiquement cicatriser ce paysage qui va faire perdre ce potentiel qui a été créé, certes, par un trauma, mais qui devient lui-même un potentiel. Donc, je voulais juste voir ce que tu pensais de ça. Alors, la réponse en 2 points. Le premier, c'est quand même sur l'intensité de développement des activités extractives
donc je répète bien, je n'ai pas dit qu'on pouvait ouvrir n'importe où des carrières. Je n'ai pas dit non plus qu'elles étaient toujours une opportunité. Entre une situation comme au Liban, où tu as quand même des taux d'endémisme, des milieux exceptionnels, et une situation au sud de la Belgique, où on ouvre des carrières dans des grands champs agricoles intensifs, où il n'y a plus rien, où c'est des déserts biologiques, le niveau d'opportunité n'est pas le même. Hein. Ça, c'est un premier point. Tout comme pour l'intensité des perturbations, trop de carrières, c'est trop de perturbations dans le paysage aussi. Donc, restons bien raisonnables sur ça. Et puis, ton deuxième point était sur la réhabilitation. Ça, c'est un grand débat. Hein. Alors, a priori, je suis censé produire quelques trucs pendant mon année sabbatique sur ça. Pardon, pendant mon séjour de professeur invité. Oui, parce qu'en Belgique, on appelle ça une année sabbatique, qui n'est pas sabbatique du tout. Vous voyez, ils me font tout le temps travailler. Donc, mais enfin, on veut produire sur ça, c'est sur cette idée un peu de réensauvagement. Laissons faire. Let do the nature dans ces endroits. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On ne va pas avoir ce qu'on connaissait avant. Et on ne va même pas avoir les écosystèmes qui aujourd'hui structurent toute la politique de conservation européenne. C'est quoi la politique de conservation de la biodiversité aujourd'hui? C'est Natura 2000. Natura 2000, c'est quoi? C'est un système de classement des écosystèmes en fonction de leur composition en espèces, en communautés, qui date des années 60 et qui est totalement fixiste, qui dit, voilà, les pelouses calcicoles de Belgique, c'est un écosystème prioritaire, c'est des orchidées dedans. Et ces pelouses calcicoles, ça veut dire qu'il y a 25 espèces caractéristiques, si elles n'y sont pas, ce n'est pas une pelouse. Ces pelouses, on ne les récupère jamais, complètement. Les forêts qui vont se développer, si on les laisse faire dans les carrières, ce ne sera pas les forêts qu'on connaissait avant, ce ne sera pas la hêtraie à l'usule, ce sera autre chose. Est-ce que ce sera différent ou pas? Alors je pense que Thierry en parlerait beaucoup mieux que moi, parce que son équipe a beaucoup travaillé sur ça, ou ici en zone méditerranéenne, vous avez pu montrer que voilà, dans des carrières, dans des écosystèmes exceptionnels comme la steppe de l'Accro, quand on laisse faire, on a autre chose, et qui en biodiversité est tout aussi intéressant. C'est un débat, c'est un gros débat maintenant. Voilà, je ne vais pas positionner dans la question du rewilding et du laisser-faire, mais oui, ça en fait partie. Merci. Je rappelle et je profite que la conférence de Thierry est en replay sur IMBE TV pour ceux qui veulent la réentendre. J'ai une question d'un internaute, Jérémy, qui te demande: avez-vous pu travailler sur les conséquences des changements de régime de perturbation dus au changement climatique sur la biodiversité? Non, moi je n'ai pas travaillé dessus, mais c'est clairement un point sur lequel beaucoup de chercheurs travaillent actuellement. Je ne suis fondamentalement pas un chercheur des perturbations. Moi je l'intègre dans ma logique, spécialiste des écosystèmes herbacés et conservation de la biodiversité. Ce sur quoi il y a beaucoup de travail maintenant, c'est en effet le lien entre changement climatique et notamment régime d'incendie. Parce qu'en effet, ce que je vous ai montré, ces régions tropicales où on a des régimes d'incendie historiques, qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique, avec l'accentuation de périodes de sécheresse, avec l'augmentation de périodes de sécheresse dans une partie des zones? S'il y a plus d'incendies, on va passer peut-être sur d'autres types d'écosystèmes. Voilà, donc il y a des recherches dans ce domaine, et ce n'est pas du tout ma spécialité. D'accord. Merci Grégory. Une question dans la salle? Donc je profite pour redonner... Donc là une question qui est arrivée qui concernait le début de ta conférence. Donc je te la pose comme elle m'a été posée. Quels sont les indices? Comment mesure-t-on le déclin de la biodiversité? Alors je reviens en arrière, d'accord. Comme ça je vais expliquer. Ça c'est très compliqué. Donc le rêve de tout décideur politique ou gestionnaire, territoire ou autre, c'est d'avoir un indice de biodiversité. Ça n'existe pas, puisque je vous rappelle que la biodiversité, c'est la diversité de tous les systèmes vivants au niveau génétique, espèces, écosystèmes. Alors, ce n'est pas les mesurer de la même façon. Vous ne mesurez pas des gènes comme vous mesurez des espèces et des écosystèmes. L'indice qui est ici est un exemple. Cet indice, c'est un indice composite qui, en fait, est basé sur le suivi des tailles de population d'une série d'espèces dans les 3 groupes taxonomiques, donc terrestres, marins et eau douce. Donc, on doit avoir à peu près une centaine d'espèces dans chaque groupe, où ce qui a été regardé, c'est l'évolution des tailles des populations et le déclin ou le progrès moyen des tailles de population. Donc, ce qui est représenté ici, c'est le fait que, par exemple, pour les espèces d'eau douce, eh bien, si on prend un indice 100 en 1970, on a perdu quasi 50% des individus de ces espèces, globalement, sur toutes les espèces confondues,
Ce qui veut dire que dans ces 50% d'individus perdus, il y a des espèces qui se sont éteintes aussi. On a perdu 100% des individus. Donc c'est très compliqué, il n'y a pas d'indice donné. Hein, j'en ai pas parlé ici. Une confusion très courante entre biodiversité et indice, c'est l'idée que la biodiversité s'est associée d'office à beaucoup d'espèces. Pas forcément. Il y a des écosystèmes qui sont très pauvres en espèces et qui sont très importants parce qu'on ne trouve ces espèces que dans ces écosystèmes. Donc voilà, c'est un ensemble d'indicateurs, c'est un faisceau d'indicateurs qu'on essaye de faire converger. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il nous le dira. Ça va. Ah, on a une évaluation après des réponses aux questions. Une question? Alors là, j'ai des commentaires de Patrick. Donc je le lis et peut-être tu pourras compléter. Ou on peut ajouter une dimension évolutive au sens où, en absence de perturbation, les espèces les plus compétitives vont avoir tendance à s'imposer et donc devenir plus fréquentes que les espèces moins compétitives. Et Patrick nous donne l'exemple en forêt tempérée. Le hêtre va avoir tendance à s'imposer et éliminer les autres espèces. Et ce sont les perturbations, tempêtes, etc., qui permettent aux autres essences de s'installer. C'est tout à fait la notion du métaclimax. C'est qu'en effet, les perturbations maintiennent une diversité de conditions écologiques, hein, depuis des sols nus ou pionniers jusqu'à des végétations forestières dans nos régions et maintiennent la coexistence. Il y a une autre dimension évolutive, c'est l'évolution des espèces, au sein des espèces. Par exemple, on montre de plus en plus qu'en milieu urbain, hein, où qui est quand même une perturbation majeure de l'écosystème naturel, hein, on ne peut pas trouver mieux en termes de perturbation anthropique, il y a une évolution, une adaptation des espèces aux conditions des milieux urbains. Donc les populations des espèces de milieux urbains ont des comportements, des traits, des caractères qui sont différents des populations de la même espèce en milieu rural ou en milieu naturel. Donc il y a aussi cette dimension évolutive au sein des espèces qui peut jouer, et qui peut se faire assez rapidement. Hein. Ce n'est pas des évolutions très longues. Hein. Très bien, merci Grégory. Toujours pas de questions dans la salle, alors je continue. Alors sous forme de questions, parce que là c'est long. Est-ce que la distinction entre perturbations anthropiques ou naturelles est du même ordre que par le passé la distinction entre espèces nuisibles ou utiles? Alors là, on rentre dans de la sociologie ou de la philosophie des sciences et de la nature. C'est bien d'en faire. Je pense qu'elle l'était, en effet, dans la logique d'une nature, de balance of the nature, à l'équilibre, système clos. Elle l'est moins maintenant. Je montrais les socio-systèmes tropicaux des populations qui vivent dans ces régions de savane et de forêts claires, génèrent les mêmes perturbations que les perturbations naturelles. Alors, il y a des différences, les intensités ne sont pas les mêmes, le pâturage domestique, ce n'est pas la même chose que le pâturage de la mégafaune. On ne parle pas de nuisible ou pas nuisible, on parle de niveau d'intensité et de gestion, vraiment, de la perturbation, de sa fréquence, de son régime. Je crois, il faut sortir de ces éléments. Après, comme on l'a dit, il y a quand même des perturbations qui ont des impacts irréversibles. Je le répète, mettre une carrière dans une zone de tourbière, on ne me convaincra jamais de mettre en place un programme de compensation en mettant des crapauds au fond de la carrière, quoi. La tourbière, elle sera détruite, c'est tout. Donc là, alors, le problème du nuisible derrière, c'est quand même lié, je ne vais pas rentrer à fond là-dedans, parce que voilà, c'est quand même un débat qui demande aussi une certaine expertise de sciences humaines. C'est aussi lié à notre rapport à la nature. Est-ce qu'on fait partie de la nature? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce que l'homme, d'office, est un destructeur de la nature? Moi, je suis toujours étonné. Quand je suis les fils d'actualité, l'homme est toujours un destructeur. Non, l'homme est une espèce qui a un certain impact, un certain comportement, qui en plus a la capacité quand même à réfléchir à cet impact, à ce comportement. Est-ce qu'il faut parler d'office de mauvais, de bon, de nuisible? J'en suis pas si convaincu. Voilà. Oui, il est censé avoir une capacité à réfléchir à son comportement. Oui. Capacité ne veut pas dire mise en œuvre. Pas de questions? Non, j'ai plus de questions sur Internet aussi.
Oui, tu y as un petit peu répondu. Ma question est un petit peu bête, mais qu'est-ce que pour toi est une bonne perturbation et qu'est-ce qui est une mauvaise perturbation? Qu'est-ce qu'un bon chasseur et un mauvais chasseur? Alors, pour moi, une bonne perturbation est une perturbation qui élimine une forêt et qui la remplace par une pelouse calcaire. Non, mais alors je dis ça en rigolant parce que je suis un écologue des milieux herbacés. Moi, je suis un amoureux des pelouses. Enfin, je veux dire, bon, je sais, je peux pas dire ça dans le contexte actuel, mais je vais quand même le dire. Je peux monter dans un avion pour partir tout de suite dans la vallée de la mort lorsque le désert est en fleurs. Après, vous arrivez 2 jours trop tard, ouais, parce que c'est exceptionnel, c'est des milieux, voilà, j'adore ces milieux, voilà, c'est comme ça. Donc, je dis ça parce qu'en effet, sans rigoler, quoi, déboiser une forêt, faire une pelouse, tu vois, ça ne me dérange pas. Mais c'est moi, quoi. Alors que si je discute avec le forestier qui est en face de moi, mes étudiants dans le master gestion forêt espace naturel, il va me dire que je suis un destructeur de la nature. Je mets des perturbations, qui sont mauvaises, tu vois. Donc, j'aime pas tellement ces aspects mauvais-bons. En fait, voilà, j'y réponds comme ça. Je pense qu'il faut regarder de façon relativement objective quel est l'impact, qu'est-ce qu'on veut, vers où on va, et travailler de cette façon, en essayant d'un peu, désentimentaliser, voilà, on va le dire comme ça, le débat. D'accord, je vous l'ai dit, quand j'ai fait ma formation d'écolo, je n'ai fait que des réserves naturelles de milieux semi-naturels, des pelouses, des prairies, des landes. L'écologie de la conservation, c'était ces milieux-là. On ne parlait même pas de conservation de biodiversité en forêt. C'est normal, il n'y avait plus, on a tout rasé, il n'y a plus rien, donc voilà. Mais maintenant, c'est un enjeu majeur. Et c'est vraiment une question de perception des milieux et de liens qu'on a avec. Amener les naturalistes dans le programme qu'on a là dans les carrières, ça a été quelque chose. Hein. C'est parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont sortis de nos formations ou qui ont fait leur master dans notre labo, qui maintenant sont les grandes ONG de conservation de la nature en Belgique, qui sont acceptés de venir. Mais au début, ils étaient hyper réticents. À la fin, ils étaient totalement convaincus. Alors que voilà, c'est très, très, je pense, très humain ce qu'il y a derrière, bon ou mauvais. Une question et après je te... Mais quand même, les perturbations qui font des écosystèmes herbacés sont meilleures. Oui, donc moi j'ai une question. Donc, votre présentation sur cette expérimentation sur les carrières est très claire, presque convaincante, on pourrait dire. Non, c'est très clair. Est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres types de perturbations qui ont été étudiées de la même manière que vous, avec une coopération avec des naturalistes pour essayer de corriger? Voilà, un autre exemple que des carrières. Est-ce que vous en connaissez? J'en ai pas tellement. Donc, en effet, il me semble qu'il y a un enjeu qui est un enjeu extrêmement important, c'est les friches industrielles. Et voilà, donc, excusez-moi, je reprends l'exemple de la Belgique parce que voilà, j'ai bien l'ensemble. Dans le sud de la Belgique, donc la région wallonne, vous savez, la Belgique, c'est plusieurs parties, il y a des Flamands, des Wallons, des Germanophones, des Bruxellois. Enfin bon, c'est pas. Dans le sud de la Belgique, on a, je pense, 15 000 hectares de friches industrielles. Abandonné maintenant depuis la fin de la sidérurgie. Hein, donc au plus tard, c'est les années 86, 87. Quand on va dessus, c'est extraordinaire. Hein, il y a une diversité extraordinaire. Le meilleur exemple, c'est quand on a été appelé par le promoteur du grand hôpital de Charleroi, donc le plus grand hôpital wallon construit sur un ancien terri de charbonnage. Parfois, dans notre carrière, on a des moments un peu étranges comme ça. Vous avez votre téléphone qui sonne, vous décrochez, vous dites « David van Cronenbroek, directeur du grand hôpital de Charleroi. Enchanté, quoi. J'ai un crapaud protégé sur ma zone, je dois vous voir. » OK. Et puis quand on a eu fait tout l'inventaire de la zone, il y avait 36 espèces protégées dessus. Donc ça, c'est des endroits où je pense qu'il y a vraiment des synergies à construire avec les acteurs du développement territorial, et notamment du développement immobilier. Ça manque. On voit ces friches comme des opportunités de redéveloppement à tout va, d'activités économiques, de bétonisation. Moi, mes collègues, excusez-moi si vous m'écoutez, les gars de Liège, avec qui on monte des projets actuellement, je le dis, bon, OK, ils veulent mettre des containers pour faire des plantes indoor dessus. C'est très bien, mais on peut les mettre autre part que sur la friche, s'il y a un enjeu biodiversité. Ça me semble un endroit important. Dans la même logique, hein, aussi, laisser faire, pas laisser faire, intervenir.
Sinon, en effet, je vois assez peu... ça se développe en milieu urbain, sur le bâtiment. Voilà, la biodiversité associée au bâtiment. Ce qui était quand même assez fort dans le programme qu'on a eu, c'est qu'on a travaillé à l'échelle régionale. 26 carrières dans le programme. Et la différence, ce qui a fait la différence dans le succès du programme, c'est que quand on travaille avec un réseau de carrières ou d'acteurs ou un réseau de friches, peu importe, tout le monde ne doit pas tout faire. On peut répartir l'effort. Et ça passe beaucoup plus. Mais je n'ai pas d'autres exemples. Moi, comme ça, non, j'en vois pas beaucoup. Même dans la littérature scientifique, j'avoue. Je reprends la parole. Je voudrais juste... ça m'a inspiré la question de monsieur, et je voulais voir aussi ce que tu en penses, sur l'intensité des perturbations, ou bien plutôt la bonne et mauvaise perturbation. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt voir ça dans le sens de l'intensité, la fréquence et la répétition? C'est un peu comme en psychologie. Quand on est confronté à un problème, ça stimule l'innovation, mais à un certain moment, il y en a trop. Oui, et donc le système s'effondre. Tout à fait. Donc je suis tout à fait d'accord. Sur la gestion des feux, c'est totalement typique. En zone tropicale, c'est le facteur principal, c'est la gestion des feux, de façon à maintenir des écosystèmes qui délivrent les services aux populations locales, avec des possibilités de pâturage, pas dégrader, tu vois, le cycle de l'eau et tout. Et c'est la gestion, ça veut dire quoi? C'est les fréquences, les intensités. C'est très clair. Ce qui n'est pas simple. Moi, j'ai mis une fois le feu à une savane, dans nos carrières tropicales, là où on voulait, sur nos écosystèmes restaurés. Il faut une sacrée expertise pour gérer un feu courant en milieu tropical. Hein. Vous le mettez là, il part là, et vous avez intérêt à courir, quoi. Donc, oui, c'est tout un aspect, en effet. Je suis d'accord avec toi, plus que mauvais ou bon, c'est l'impact, l'intensité, la fréquence. J'ai peut-être une dernière question d'Internet qui me semble intéressante à te poser. Peut-on évaluer un niveau maximum de perturbation avant un changement radical du paysage? Je crois que les écosystèmes sont toujours étonnants. Donc, bon, alors paysage, ça, tout de suite, c'est déjà un niveau plus haut. C'est très contextuel, ça dépend de chaque écosystème et de chaque type de paysage. Donc, je vais reprendre l'exemple du feu. Tous les écosystèmes brûlent, tous. Une forêt boréale, de conifères boréales, va brûler sur des pas de temps, en moyenne, de plusieurs siècles. Donc, on a des études anthracologiques de charbon qui montrent que les forêts boréales brûlent sur des pas de temps de 200, 300 ans en moyenne. Un système méditerranéen, c'est plus complexe. Il y a pas mal de débats dessus. Est-ce que c'est 15 ans, 30 ans, 50 ans? Bon, voilà. C'est un peu compliqué dans des systèmes méditerranéens avec 5000 ans de civilisation et de transformation des systèmes. Donc, il faut l'étudier spécifiquement à chaque fois pour pouvoir, en effet, savoir à quel moment on a franchi le seuil de résilience, c'est-à-dire le niveau de dégradation impliqué par les perturbations qui fait que le système ne sait pas repartir sur sa trajectoire vers l'état initial. Et il faut du temps, non très peu de temps en recherche. Il faut des séquences, il faut des données historiques. Voilà, on y travaille, mais c'est pas évident. J'ai pas de réponse toute faite. C'est comme pour les indices biodiversité. Une dernière question? Allez, une toute dernière pour la route. C'est à propos de ce qui se passe en Corse, enfin, ce qui se passait, je ne sais pas si ça se passe encore. Sur l'écobuage. Les Corses, les bergers corses, ils aiment bien mettre le feu pour que ça repousse. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est des dégâts qui sont plus graves que si c'est un feu naturel? Voilà. Mais donc, nos plus beaux écosystèmes en termes de diversité biologique en zone tempérée, ce sont des écosystèmes qui sont issus de ces pratiques. Sur des siècles du Moyen-Âge, d'agriculture extensive. Je vous parlais des pelouses calcaires. Nos systèmes de pelouse, ce sont des systèmes, alors peut-être pas des cobuages, je parlais des landes à éricacées, où en effet on avait ces pratiques de coupe du taillis forestier, d'incinération, d'écobuage qui étaient dedans. Donc ça a du sens dans le maintien de systèmes écologiques très diversifiés, qui sont
enfin, pas des systèmes naturels au sens spontané, hein, qui sont aussi toute cette coévolution, activité humaine, biodiversité. À nouveau, ça dépend de l'objectif qu'on veut. Est-ce qu'on veut maintenir ces écosystèmes, qui finalement sont des écosystèmes culturels, hein, issus de cette interaction millénaire? Alors oui, ces pratiques sont plutôt favorables, si elles sont menées à la bonne intensité. Si on veut autre chose, oui, elles ne le sont pas. Voilà, j'ai jamais enfin, je suis un peu... j'ai peut-être l'air d'un peu faire de passer à travers les questions, mais c'est toujours une question de ce qu'on veut à la fin. Merci Grégory. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Tu nous as vraiment régalé tout au long de la soirée. Ça a été, on a passé un très très bon moment. Les étudiants doivent t'adorer parce que tu as l'art et la manière de passer un message avec beaucoup de passion, beaucoup de nuances. Et même beaucoup jusqu'à l'examen. Donc on te remercie beaucoup. Merci à tous, les internautes, vous, pour votre participation. Donc, on ne se verra pas le mois prochain parce que c'est la trêve des confiseurs. Hein. Donc, on se revoit en début d'année, le dernier mercredi du mois de janvier avec une nouvelle conférence. Merci beaucoup à tous. Merci encore à toi, Grégory, d'avoir fait le déplacement. Surtout que tu vas retourner sur Avignon, là. Oui, mais j'ai un chauffeur et tout. Bon, ça va, je suis VIP, donc pas de problème. Très bien. Merci à tous et merci beaucoup, Grégory. C'est une très belle conférence. Merci.